Après avoir dit au revoir à mon mari mourant, les larmes coulant sur mon visage, je suis sorti de l'hôpital. Mais ensuite, j'ai surpris 2 infirmières chuchotant à voix basse, leurs mots portant un secret choquant qui m'a donné un frisson dans le dos. Ce qu'elles ont dit a tout changé. Mon cœur a raté un battement. Je venais de déposer un baiser sur le front de Hunter, ce que je savais être la dernière fois. Alors que je trébuchais dans le couloir de l'hôpital, ma vision brouillée par les larmes. Les portes automatiques du service d'oncologie se sont refermées derrière moi avec un léger sifflement, me coupant de l'homme que j'avais aimé pendant 12 ans. Mes jambes me portaient à peine jusqu'à l'ascenseur quand je les ai entendues. 2 infirmières près du chariot de médicaments, leur voix basse mais claire dans le couloir vide. Tu as traité la réorientation des assurances pour le cas Mitchell comme Marcus l'a demandé, demanda la première infirmière, vérifiant sa tablette, celui où la femme n'est pas au courant du paiement secondaire. Ma main se figea sur le bouton de l'ascenseur. Marcus, le meilleur ami de Hunter, notre conseiller financier, l'homme détenant la procuration pendant que Hunter agonisait. Le choc de ces mots me fit reculer dans l'ombre, mais mon esprit ne pouvait pas encore les assimiler. Pas quand le dernier souffle de Hunter résonnait encore à mes oreilles. Pas quand je pouvais encore sentir la chaleur quitter sa main alors que je la tenais. Les infirmières ont poursuivi leur conversation, ignorantes de ma présence, et je suis resté figé, pris entre le chagrin et la certitude grandissante que quelque chose n'allait pas du tout. Il y a 3 ans, rien de tout cela n'aurait été imaginable. Hunter et moi avions bâti notre vie avec la précision méticuleuse de personnes qui savaient ce que signifiait travailler pour tout ce qu'elles avaient. Notre appartement d'une chambre au centre-ville n'était pas grand-chose, mais il était à nous. Chaque matin à 6 heures, je me réveillais pour trouver Hunter déjà vêtu de son uniforme de Brennan Construction, préparant du café dans notre petite cuisine tout en sifflotant la chanson qui lui trottait dans la tête à la radio. Il cassait des œufs dans notre unique bonne poêle, la poêle en fonte que sa grand-mère nous avait donnée comme cadeau de mariage, et s'enquérait de mon prochain quart de travail à l'hôpital. La coordination administrative sonnait plus impressionnant que ce que c'était. Je passais mes journées à traiter des formulaires d'assurance, à planifier des rendez-vous et à gérer des bases de données au Presbyterian Medical Center. Hunter plaisantait en disant que j'en savais plus sur les codes de facturation médicale que la plupart des médecins ne savaient sur la médecine. Mais le travail offrait d'excellents avantages et, combiné à son salaire de maçon, nous construisions lentement quelque chose de solide. Marcus faisait partie de cette fondation depuis le début. Lui et Hunter s'étaient rencontrés à l'université, 2 gosses issus de familles ouvrières essayant de se faire une place. Quand Marcus s'est lancé dans la comptabilité et Hunter dans la construction, ils sont restés proches comme le font parfois les hommes, ligue de football fantastique, séance de bière le week-end et une loyauté inébranlable qui a survécu à l'ascension de Marcus vers le succès financier et au contentement tranquille de Hunter dans son travail manuel. Chaque dimanche pendant la saison de football, Marcus arrivait à notre appartement avec sa femme Christina, apportant des bouteilles de vin qui coûtaient plus que notre budget alimentaire hebdomadaire. Frère de l'autre mère, disait Marcus en tapant Hunter sur l'épaule, s'installant sur notre canapé usé comme s'il s'agissait du fauteuil en cuir de sa propre maison de banlieue. Christina me donnait des bisous sur les joues, son parfum coûteux et subtil, complimentant le repas simple que j'avais préparé tout en me faisant sentir à la fois la bienvenue et inadéquate. Vous travaillez trop tous les deux, disait Christina, généralement après son 2e verre de vin. Marcus pourrait vous aider à mieux investir, à faire travailler votre argent pour vous au lieu de l'inverse. Elle travaillait chez Southeastern Insurance Group, gravissant les échelons de l'entreprise avec son MBA et sa manucure parfaite, tandis que je classais des papiers et répondais au téléphone. Mais elle ne m'a jamais fait me sentir inférieur, pas explicitement. Elle partageait des échantillons de maquillage d'événements d'entreprise, bavardait de ses collègues, organisait des dîners à 2 dans des restaurants que nous ne pouvions secrètement pas nous permettre. Ces dimanches ressemblaient à de la famille. Marcus et Hunter hurlant devant la télévision, débattant des actions et des décisions d'entraîneur avec la passion d'hommes qui n'avaient jamais joué au-delà du lycée. Christina m'aidant dans la cuisine, m'enseignant les accords mévins que je n'oublierai jamais. Nous 2 roulant des yeux à l'intensité de nos maris pour un jeu. L'appartement était trop chaud, trop bruyant, trop plein, mais vivant d'une manière qui rendait les lundis matins possibles. Hunter et moi avions nos propres rituels au-delà de ces dimanches sociaux. Les mercredis soirs signifiaient des réunions de budget à notre petite table de salle à manger. Hunter avec son carnet, moi avec mon ordinateur portable, calculant combien nous pouvions économiser chaque mois. Le réfrigérateur contenait notre liste de courses, méticuleusement planifiée pour étirer chaque dollar.
Les vendredis soirs signifiaient dîner chez Romano, le restaurant italien à 2 pâtés de maison, où Tony, le propriétaire, nous accueillait comme une famille, et nous glissait parfois un dessert gratuit. L'année prochaine, disait Hunter lors de nos sessions du mercredi, pointant du doigt les brochures de la clinique de fertilité que nous gardions dans un dossier marqué « Futur ». La consultation FIV avait été sobre. Des dizaines de milliers de dollars pour une chance, juste une chance d'avoir la famille que nous désirions désespérément. Mais Hunter était optimiste comme le sont souvent les gens qui travaillent de leurs mains. Les problèmes avaient des solutions. Tout pouvait être construit avec suffisamment d'efforts et de planification. Je prendrai des projets le week-end, promettait-il. Tu pourras prendre des quarts supplémentaires. Nous allons y arriver, Alexis. Peux-tu imaginer apprendre à notre enfant à lancer un ballon de football dans le parc d'Aix sans grave côté? Nous avions même visité l'appartement de 2 chambres 3 étages plus haut quand il est devenu disponible, mesurant les pièces avec nos pas, débattant des couleurs de peinture pour une chambre d'enfant qui n'existait que dans notre imagination. L'augmentation du loyer nous aurait mis à rude épreuve, mais au moment où nous en aurions besoin, nous aurions pensé à tout régler. C'est ce que nous faisions toujours, nous nous débrouillions ensemble. Tout a changé il y a 8 mois. Hunter était allé faire un examen physique de routine, quelque chose que son entreprise exigeait à des fins d'assurance. Il était fatigué ces derniers temps, mais la construction était un travail exigeant. Il avait perdu du poids, mais nous avions tous deux essayé de manger plus sainement. Les analyses sanguines devaient être de routine, vérifiant le cholestérol et les niveaux de base. L'appel est arrivé un jeudi. Je m'en souviens parce que je préparais mes rapports hebdomadaires quand Hunter m'a envoyé un SMS disant qu'il fallait que je lui parle de quelque chose d'important quand je rentrerai à la maison. Pas d'émoji, pas de contexte, juste ces mots qui ont serré mon estomac d'une peur inexplicable. Je l'ai trouvé assis à notre table de salle à manger, toujours vêtu de sa tenue de travail couverte de poussière de cloisons sèches, tenant une lettre du bureau du médecin. Ses mains tremblaient légèrement, et les mains de Hunter ne tremblaient jamais. Il avait utilisé des outils électriques et manipulé du matériel dangereux pendant plus d'une décennie sans incident. Ils ont trouvé quelque chose dans les analyses sanguines, dit-il, sa voix ferme mais creuse. Des marqueurs pancréatiques. Ils veulent que je vienne demain pour d'autres tests. Ils ont dit d'apporter quelqu'un avec moi. Les tests ont mené à des scans. Les scans ont mené au bureau du docteur Morrison, où des termes comme « stade 3 »,« traitement agressif » et « issues statistiques » sont tombés comme des marteaux sur notre vie soigneusement construite. Cancer du pancréas à 34 ans. Le genre de diagnostic qui ne se soucie pas de la planification des repas, des comptes d'épargne ou des couleurs de peinture de la chambre d'enfant. Marcus est intervenu immédiatement. « Vous concentrez-vous sur le traitement » dit-il, arrivant à notre appartement le lendemain du diagnostic avec une mallette pleine de papiers. Je m'occuperai de la partie financière, des réclamations d'assurance, des autorisations de traitement, de la gestion de votre épargne pour une efficacité maximale. C'est ce que je fais, Hunter. Laisse-moi faire ça pour toi. Hunter, déjà épuisé par le premier cycle de tests et face au tsunami de traitement à venir, a signé les papiers de procuration sans hésitation. C'était Marcus après tout. Son frère de l'autre mère. Son témoin. La personne à laquelle il ferait confiance pour sa vie. Et maintenant, il s'est avéré, pour sa mort. La salle de chimiothérapie du Presbyterian Medical Center est devenue notre nouvelle réalité. 3 semaines après le diagnostic, Hunter était assis dans le fauteuil inclinable beige, et 4 gouttes d'un poison lui traversaient les veines pendant que je tenais un bassinet en plastique rose sous son menton. L'infirmière nous avait prévenu des nausées, mais rien ne vous prépare à voir quelqu'un que vous aimez vomir jusqu'à ce que son corps n'ait plus rien, puis continuer à vomir quand même. 6 heures nous sommes restés dans cette chaise, le corps de Hunter rejetant le médicament même censé le sauver. Marcus est arrivé pendant notre 4e heure, entrant dans la salle de traitement avec sa mallette en cuir et une expression concernée. Il a sorti des papiers de son sac pendant que Hunter somnolait péniblement entre les vagues de maladie, les médicaments fournissant finalement de brefs moments de soulagement. « J'ai besoin que vous signiez tous les deux ici », dit Marcus doucement, étalant des documents sur la petite table roulante destinée aux verres de jus et aux biscuits que Hunter ne pouvait pas garder. Papier de procuration. Juste au cas où les choses se compliqueraient avec la compagnie d'assurance, mon cabinet peut s'occuper de tout le traitement des réclamations. Assurez-vous d'obtenir une couverture maximale sans les tracas. Les yeux de Hunter étaient à peine ouverts, sa main tremblant alors que Marcus guidait le stylo. J'ai commencé à lire le texte juridique dense,
mais Christina est apparue alors, apportant du café et des sandwichs de la cafétéria, me distrayant avec des questions sur le plan de traitement de Hunter. Au moment où j'ai regardé en arrière, Hunter avait tout signé, et Marcus rangeait les papiers avec des mouvements efficaces. « Ne vous inquiétez pas de ces choses financières, » dit Marcus, tapotant prudemment l'épaule de Hunter comme s'il risquait de se casser. « C'est pour ça que je suis là. Vous vous concentrez juste sur le fait de traverser le traitement. » Les traitements sont devenus une routine brutale. Un jeudi sur deux, nous arrivions à 7 heures du matin pour des prises de sang, attendions que les taux soient vérifiés, puis nous nous rendions à la salle de chimiothérapie si le corps de Hunter pouvait supporter une autre cure. Le plus souvent, ses globules blancs étaient trop bas, ses plaquettes dangereusement épuisées, provoquant des retards que le docteur Morrison nous assurait être normaux, mais qui donnaient l'impression de perdre du terrain dans une guerre que nous perdions déjà. La transformation de Hunter s'est produite progressivement, puis soudainement. D'abord, son appétit a complètement disparu. L'homme qui dévorait autrefois des pizzas entières pouvait à peine manger 3 cuillères de soupe. Ses jeans ont commencé à pendre, puis sont tombés complètement, nécessitant une nouvelle garde-robe du magasin d'occasion dans des tailles de plus en plus petites. La définition musculaire acquise au fil des années de travail de construction a fondu, laissant des angles marqués là où la force était auparavant. Un matin, j'ai trouvé sa chevalière sur le comptoir de la salle de bain. Hunter se tenait dans l'encadrement de la porte, les yeux rouges et gonflés, levant sa main gauche où l'anneau d'or avait simplement glissé pendant sa douche. Sans un mot, j'ai pris l'anneau et l'ai enfilé sur la chaîne en argent que je portais, le laissant reposer contre mon cœur où il serait en sécurité jusqu'à ce que ses doigts puissent le tenir à nouveau. Ses outils bien-aimés ont migré du camion au placard de notre entrée, un par un. Le marteau qu'il avait acheté avec son premier salaire, le niveau que son père lui avait donné avant de mourir, le pistolet à clous qui avait construit des dizaines de maisons à travers la ville. Chaque outil représentait un autre morceau de l'identité de Hunter rangé soigneusement, attendant une guérison qui semblait de plus en plus lointaine. « Je suis inutile », murmura-t-il une nuit après avoir passé 20 minutes à essayer d'ouvrir un pot de beurre de cacahuète. Ses mains trop faibles pour saisir le couvercle. « Je ne peux pas travailler, je ne peux pas subvenir à leurs besoins, je ne peux même pas me nourrir. » Je me suis glissé dans le lit à côté de lui, faisant attention à ne pas déranger le porc installé dans sa poitrine pour un accès plus facile. « Tu combats le cancer, Hunter. C'est ton travail en ce moment. Et tu n'es pas inutile. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Mais ses yeux me disaient qu'il n'y croyait pas. Chaque facture médicale qui arrivait, chaque explication de prestation d'assurance, chaque copaiement de prescription devenait un poids supplémentaire sur sa conscience. Marcus venait chaque semaine avec des mises à jour financières. Toujours le soir, quand Hunter était le plus épuisé, étalant des feuilles de calcul sur notre table de salle à manger avec des projections de plus en plus sombres. Le traitement médicamenteux expérimental que le docteur Morrison a mentionné n'est pas couvert, expliqua Marcus lors d'une visite. Son visage était convenablement sombre. L'assurance le considère comme expérimental. Nous parlons de 40 000 $ hors de poche juste pour inscrire Hunter. Le visage de Hunter est devenu gris, et pas à cause de la chimiothérapie. Nous n'avons pas 40 000 $. Votre épargne est descendue à environ 15 000 $ après les franchises et les copaiements, poursuivit Marcus, sortant une autre feuille. Mais il y a des options. Vous pourriez vendre le camion, peut-être emprunter sur la police d'assurance vie. Je peux le structurer de manière à ce que les paiements soient différés jusqu'à la fin du traitement. Chaque suggestion lui arrachait une autre parcelle de fierté. Le camion qu'il s'était acheté après sa première promotion. La police d'assurance vie destinée à me protéger si le pire se produisait. Tout ce pourquoi il avait travaillé était lentement liquidé pour acheter plus de temps, bien que personne n'ose dire combien de temps nous achetions réellement. Christina a commencé à apparaître à l'hôpital pendant les traitements de Hunter de plus en plus fréquemment, apportant toujours des dossiers qui nécessitaient des signatures urgentes. Elle arrivait lorsque les prémédications rendaient Hunter somnolent, lorsque son jugement était compromis par les médicaments et l'épuisement. Juste des papiers d'assurance de routine, disait-elle, sa voix douce comme du miel. Ses ongles parfaitement manucurés tapaient contre les papiers lorsque j'essayais de les lire attentivement. Vous savez comment sont ces entreprises. Tout en triple signature sur chaque page. J'essaie de accélérer vos réclamations via mon département. Quelque chose dans son empressement me donnait la chair de poule. La façon dont elle vérifiait constamment son téléphone, textotant quelqu'un pendant que nous signions. Comment elle se positionnait toujours entre moi et les documents,
pointant les lignes de signature tout en bloquant le texte réel avec ses mains. Une fois, alors que j'insistais pour tout lire, elle soupira dramatiquement. « Alexis, j'essaie d'aider ici. Veux-tu passer 3 heures à lire du jargon juridique, ou veux-tu tenir la main de ton mari pendant qu'il suit un traitement? J'ai déjà tout revu. Ce sont toutes des formulaires standards. » Hunter, vert de visage et tremblant de nausée, me regarda d'un air suppliant. Alors j'ai signé. Nous avons tous deux signé pile après pile de papier que Christina a emporté dans son sac de designer, promettant de tout traiter immédiatement. Les factures continuaient d'arriver malgré notre prétendue excellente couverture d'assurance. Frais de radiologie censés être hors réseau. Coût des médicaments qui n'étaient pas sur la liste approuvée. Frais de laboratoire qui tombaient étrangement en dehors de la portée de notre plan. Chaque facture était un coup porté à l'esprit déjà fragile de Hunter. Peut-être devrions-nous vendre l'appartement, suggéra-t-il une nuit particulièrement difficile après un traitement qui l'avait laissé halluciner à cause des médicaments antinausées. Déménager chez ta mère à Seattle. Au moins, tu auras quelque chose après ma mort. Tu ne vas nulle part, dis-je fermement, bien que ma voix se soit brisée. Et nous ne vendons plus rien. Marcus a dit qu'il travaillait avec la compagnie d'assurance. Ces factures sont probablement juste des erreurs. Mais les assurances de Marcus devenaient de plus en plus vagues, ses visites plus courtes. Il tapotait l'épaule de Hunter, promettait que tout était sous contrôle, puis partait rapidement avec Christina, tous deux vérifiant leur téléphone en marchant vers leur berline de luxe sur le parking de l'hôpital. La berline de luxe s'éloigna du parking de l'hôpital, me laissant debout à la fenêtre de la chambre de Hunter, regardant sa poitrine monter et descendre selon des schémas de plus en plus irréguliers. La perfusion de morphine avait été augmentée 2 fois depuis le matin, et les infirmières se déplaçaient avec cette efficacité silencieuse particulière qui signifiait que le temps pressait. Mardi soir est arrivé avec une clarté inattendue. Les yeux de Hunter se sont ouverts complètement pour la première fois depuis des jours, focalisés et présents d'une manière qui a fait bondir mon cœur d'un espoir idiot. Il a fait signe de demander de l'eau, et quand je l'ai aidé à siroter à la paille, sa main a couvert la mienne avec une fermeté surprenante. « Alexis, dit-il, sa voix rauque mais déterminée. J'ai besoin de te parler. Vraiment parler. » J'ai posé le gobelet d'eau et pris sa main correctement, sentant les os trop saillants sous une peau de papier de soie. Sa chevalière pendait sur la chaîne autour de mon cou, attrapant la lumière fluorescente alors que je me penchais. « Je ne vais pas survivre jusqu'à notre anniversaire, dit-il simplement, coupant court à toute prétention. Nous le savons tous les deux, et j'ai besoin que tu me promettes des choses tant que je pourrai encore entendre tes réponses. Hunter, ne fais pas ça. S'il te plaît. » Son emprise s'est resserrée, utilisant une force que j'ignorais qu'il possédait encore. « Laisse-moi faire ça. Laisse-moi partir en sachant que tu iras bien. » Les larmes sont venues alors, chaudes et incontrôlables. Mais j'ai hoché la tête parce que lui refuser cette conversation aurait été plus cruel que de l'avoir. Tu as 31 ans, Alexis. Tu as tellement de vie devant toi. J'ai besoin que tu me promettes de ne pas arrêter de vivre quand j'arrêterai de respirer. Ses yeux, toujours d'un bleu brillant malgré tout, ont maintenu les miens fixement. Trouve quelqu'un qui te fait rire à nouveau. Et ces bébés dont nous avons rêvé. Donne-leur la vie que nous avions prévue, juste avec quelqu'un qui te mérite. Personne ne pourrait te remplacer, ai-je murmuré, la gorge serrée par le chagrin. Je ne te demande pas de me remplacer. Je te demande de continuer. Il a fait une pause, rassemblant ses forces. Marcus a tous les papiers financiers en ordre. Tu m'as promis que tu ne te débattrais pas avec l'argent. L'assurance, l'épargne qu'il gère. Ça devrait suffire pour te donner le temps de comprendre ce qui vient après. Quelque chose s'est tordu dans ma poitrine à l'évocation du nom de Marcus, mais Hunter continuait de parler, l'urgence guidant ses paroles. Ne refuse pas son aide par fierté, d'accord? Je sais que tu veux tout gérer toi-même, mais Marcus sait ce qu'il fait. Il a tes meilleurs intérêts à cœur. Promets-moi que tu le laisseras t'aider à traverser les conséquences financières. J'ai promis parce que quoi d'autre pouvais-je faire? Hunter utilisait son dernier réservoir d'énergie pour s'assurer que je serais prise en charge, et lui refuser cette partie semblait cruellement cruelle. Il s'est détendu légèrement, se renfonçant dans les oreillers, mais sa main est restée verrouillée avec la mienne. « Je t'aime, Alexis Mitchell, dit-il, sa voix s'évanouissant. Chaque minute de ces 12 années en valait la peine, même si ça finit comme ça. Tu as rendu ma vie complète.
Ce furent les dernières paroles pleinement cohérentes que Hunter m'ait dites. Mercredi matin, il était tombé dans un état semi-conscient, me serrant parfois la main, mais sans ouvrir les yeux. Le docteur Patterson, qui avait été l'oncologue de Hunter pendant 8 mois de traitements infructueux, m'a demandé de lui parler en privé cet après-midi-là. Son bureau semblait étouffant de petitesse alors qu'il fermait la porte derrière nous. Les certificats sur son mur, les photos de famille sur son bureau, la normalité de tout cela semblait obscène pendant que Hunter agonisait 3 étages plus bas. « Madame Mitchell » commença-t-il, sa voix douce mais directe. Les organes de Hunter s'arrêtent. Ses reins ont cessé de fonctionner et son foie échoue. Nous parlons de 48 heures au maximum, peut-être moins. Les mots me frappèrent physiquement comme un coup que j'avais vu venir mais que je ne pouvais pas esquiver. Il n'y a rien d'autre. Nous avons épuisé toutes les options de traitement. À ce stade, nous nous concentrons sur les soins de confort, en le gardant sans douleur. Il a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. S'il y a quelqu'un qui doit dire au revoir, ce serait le moment. Il pourrait ne pas être réactif, mais l'ouïe est souvent le dernier sens à disparaître. Il saura que tu es là. Je suis sorti de son bureau, mes jambes à peine fonctionnelles, naviguant dans les couloirs de l'hôpital par instinct plutôt que par la vue. La porte de la chapelle est apparue devant moi, et j'ai poussé à l'intérieur, reconnaissante de la trouver vide. Le silence semblait lourd, pressant contre mes tympans alors que je m'effondrais sur un banc. Le cri qui s'est échappé de ma gorge ne sonnait pas humain. J'ai pressé mes mains sur ma bouche, mais le son s'est échappé quand même, brut et primal. 8 mois à regarder Hunter dépérir, à faire preuve de sang-froid pour lui, à faire semblant d'avoir de l'espoir quand les statistiques disaient le contraire. Tout a éclaté dans cette chapelle vide. S'il te plaît, ai-je supplié n'importe quelle force qui pourrait écouter. Pas encore. Donnez-nous plus de temps. Je ferai n'importe quoi. Prenez des années de ma vie et donnez-les-lui. Prenez tout ce que j'ai. Mais ne le prenez pas, mais la chapelle est restée silencieuse, sauf pour ma respiration haletante. Aucune intervention divine ne s'est matérialisée. Aucun miracle ne s'est manifesté, juste une femme seule dans une petite pièce, négociant avec l'absence pendant que son mari mourait par degrés dans le couloir. Je suis resté là jusqu'à ce que ma gorge soit rauque et mes yeux brûlent à sec. Enfin, épuisé au-delà de toute mesure, j'ai accepté ce que je savais depuis des semaines, mais que je ne pouvais pas admettre. L'amour ne suffisait pas à sauver Hunter. Ni la médecine, ni l'argent, ni la prière. La mort arrivait, que je la maudisse ou non. Je suis retourné vers la chambre de Hunter sur des jambes chancelantes, mais l'ascenseur était occupé, me forçant à prendre les escaliers. L'escalier débouchait sur une petite cour où le personnel de l'hôpital prenait ses pauses, et je me suis arrêté, ayant besoin d'air avant de retourner au chevet de Hunter. 2 infirmières se tenaient près des bancs en béton, l'une allumant une cigarette tandis que l'autre faisait défiler son téléphone. Leur blouse les identifiait comme du personnel de soins intensifs et leurs conversations informelles dérivaient sur la cour. « Tu as traité l'ajustement du compte Mitchell ?» demanda la fumeuse, exhalant dans l'air de l'après-midi. « Oui, mais ça semblait faux », répondit l'autre. Ces paiements réorientés vers des comptes dont sa femme n'a même pas connaissance. C'est de la fraude, pure et simple. Mon corps est devenu rigide. Je me suis appuyé contre le mur, retenant ma respiration. Marcus Porter fait ça depuis des années, continua la première infirmière. Chaque patient en phase terminale dont la famille lui confie la procuration. Il crée des comptes fantômes, détourne les paiements d'assurance, fait croire aux familles qu'elles sont fauchées alors qu'il est assis sur leur argent. Christina traite tout via Southeastern Insurance, ajouta la deuxième infirmière. C'est elle qui rend ça légitime sur papier. Ils ont probablement volé des millions maintenant. Mes genoux se sont dérobés. J'ai agrippé le mur pour me soutenir alors que 8 mois de terreur financière prenaient soudainement un sens horrible. Chaque traitement refusé, chaque suggestion de vendre nos biens. Chaque regard coupable sur le visage de Hunter quand il pensait me laisser sans rien. Tout fabriqué par l'homme qu'il appelait frère. Le mur de la cour a supporté mon poids alors que les pas de l'infirmière s'estompaient dans l'hôpital. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto du bureau des soins intensifs me demandant de retourner dans la chambre de Hunter. Je me suis forcé à me relever et à rentrer. Mon esprit se divisant en 2 parties distinctes. L'une qui devait être présente pour les dernières heures de Hunter, et l'autre calculant déjà comment détruire Marcus Porter. J'ai passé les 36 heures suivantes au chevet de Hunter,
lui tenant la main pendant que sa respiration devenait de plus en plus superficielle. Les infirmières se déplaçaient silencieusement autour de nous, ajustant les médicaments et vérifiant les moniteurs avec une douceur expérimentée. Je lui ai parlé de notre premier rendez-vous, de notre mariage, des meubles qu'il avait construits pour notre appartement. Je lui ai dit que je l'aimais encore et encore, espérant que les mots le suivraient partout où il allait. Le jeudi matin à 3h17, mon téléphone a sonné. J'étais à la maison pour la première fois depuis 2 jours, ayant été convaincu par les infirmières de me doucher et de changer de vêtements. L'identification de l'appelant indiquait le Presbyterian Medical Center. Madame Mitchell, la voix était celle de Shannon, l'infirmière de nuit qui avait été si gentille avec nous. Je suis désolé de vous l'annoncer par téléphone, mais Hunter est décédé paisiblement il y a environ 10 minutes. Il n'a pas eu mal. Les mots attendus m'ont coupé le souffle. J'ai remercié Shannon, lui disant que je serais là dans l'heure pour le voir et récupérer ses affaires. Puis j'ai raccroché et je me suis assise parfaitement immobile dans notre appartement sombre. Le chagrin exigeait des larmes, exigeait un effondrement, exigeait le genre de détresse que j'avais eu dans la chapelle. Mais la fureur s'était cristallisée en quelque chose de plus dur et de plus froid. J'ai ouvert mon ordinateur portable au lieu de pleurer, accédant à notre compte bancaire, puis recherchant les comptes fantômes mentionnés par les infirmières. Les mots de passe que Hunter m'avait partagés pendant ces moments de lucidité fonctionnaient sur plus que nos comptes principaux. Marcus, dans son arrogance, avait utilisé des structures de connexion similaires sur plusieurs plateformes. En 1 heure, j'avais accédé à 3 comptes dont je ne savais pas l'existence. Tous ouverts au nom de Hunter, mais liés à des adresses e-mail que je n'avais jamais vues. 487 000 $. Le chiffre brillait sur mon écran comme une accusation. De l'argent qui aurait dû aller à des traitements expérimentaux, à de meilleurs médicaments, à acheter plus de temps à Hunter, ou au moins plus de confort. Au lieu de cela, il était dans des comptes d'investissement générant des rendements pour Marcus pendant que mon mari mourait en croyant qu'il me laissait démuni. J'ai tout imprimé. Relevé bancaire montrant les redirections. Résumé des comptes d'investissement. Dossiers immobiliers que j'ai trouvés via des bases de données publiques montrant une maison de vacances au Colorado achetée il y a 2 mois par Marcus et Christina Porter pour exactement le montant manquant de ce qui aurait dû être notre fonds de traitement. Au lever du soleil, j'avais 3 classeurs de preuves et une rage si pure qu'elle me semblait de la glace dans les veines. C'est alors que j'ai trouvé le fil de mai dans le compte de Marcus. Il avait été négligent avec son mot de passe lors d'une de ses réunions de football du dimanche, le tapant devant moi alors qu'il était connecté à notre Wi-Fi. L'opportunité d'investissement était clairement énoncée dans un langage d'entreprise, mais le résultat était clair. Le cabinet de Marcus était sur le point de conclure une acquisition majeure qui triplerait sa valeur, mais ils avaient besoin de capital liquide d'ici lundi pour sécuriser l'accord. Le montant exact requis correspondait à ce qui se trouvait dans ces comptes fantômes, à quelques milliers près. 5 jours. Les funérailles devraient avoir lieu dans les 5 jours. J'ai appelé Marcus à 8 heures, forçant des larmes dans ma voix qui n'était pas entièrement fabriquée. Marcus. Hunter. Hunter est mort ce matin. Sa sympathie sonnait si sincère que je l'ai presque cru moi-même. Oh, Alexis, je suis tellement désolé. Il était comme un frère pour moi. Que te faut-il? Comment puis-je aider? Je ne peux pas penser clairement, ai-je dit, ajoutant un sanglot pour les faits. La maison funéraire veut que toutes ces décisions soient prises, et je ne connais pas l'assurance ou les certificats de décès ou quoi que ce soit. Pourrais-tu m'aider à organiser tout ça? Tu connaissais Hunter mieux que quiconque. Bien sûr. Bien sûr, ma chérie. Je m'occuperai de tout. Tu te concentres juste sur le deuil. Qu'en pensais-tu pour la cérémonie? Dès que possible, ai-je murmuré. Lundi, peut-être. Je veux juste que cette partie soit terminée. Lundi. Le jour où son accord d'investissement devait être financé. Le jour où il serait trop occupé à jouer le meilleur ami en deuil pour gérer le transfert. Le piège était tendu. J'ai passé un dernier appel. Cette fois, à un numéro que j'avais trouvé en ligne pour la division des crimes financiers du FBI. L'agent qui a répondu a écouté mon résumé, puis m'a demandé d'apporter mes documents à leur bureau de district immédiatement. Jeudi midi, j'étais assise dans la salle de conférence d'un bâtiment fédéral alors que 3 agents examinaient mes classeurs. Madame Mitchell, dit prudemment l'agent principal, une femme nommée Sarah Davis, il s'agit d'une preuve étendue de fraude. Nous devrons agir rapidement si cette date limite d'investissement est réelle.
Pouvez-vous maintenir un contact normal avec Monsieur Porter jusqu'à lundi? J'ai hoché la tête. Mon épuisement soudain était visible. Il m'aide à organiser les funérailles de mon mari. Il sera là. Christina aussi. L'agent Davis échangea des regards avec ses collègues. Nous serons là aussi. Vendredi après-midi, ma mère est arrivée de Seattle. Eleanor Brennan avait 63 ans, un esprit aussi vif qu'un bistouri, et elle n'était pas facilement trompée. Elle a jeté un coup d'œil à notre appartement, aux factures médicales empilées sur la table de la salle à manger, à mes yeux rougis mais secs, et a su que quelque chose n'allait pas, Alexis. Elle posa sa valise et me scruta. Tu m'as appelé mercredi en disant que tu avais une excellente couverture d'assurance. Maintenant, soudainement, tu es fauché. Et où sont toutes les affaires de Hunter? Je l'ai tiré sur le canapé et lui ai montré un des classeurs. Son expression est passée de la confusion à l'horreur puis à la rage en lisant. Quand elle a relevé les yeux, ses yeux reflétaient la même fureur froide que je portais depuis des jours. Ce monstre a laissé mon gendre mourir en pensant qu'il était un échec. Maman, j'ai besoin que tu fasses semblant de ne rien savoir de tout ça aux funérailles. Peux-tu faire ça? Peux-tu être civil avec Marcus et Christina jusqu'au moment venu? Elle m'a serré la main avec une force surprenante. Ma chérie, j'ai travaillé dans le monde des affaires pendant 30 ans. Je peux sourire à n'importe qui tout en planifiant sa destruction, mais es-tu sûr de ça? Une fois que tu commences, il n'y a pas de retour en arrière. Hunter est mort en croyant qu'il me laissait sans rien. Il s'est excusé auprès de moi d'être pauvre alors que Marcus était assis sur près d'un demi-million de dollars de notre argent. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ma mère m'a serré dans une étreinte féroce. Et pour la première fois depuis avoir entendu ces infirmières dans la cour, j'ai pu pleurer. Pas pour l'argent, pas même pour la trahison, mais pour Hunter, qui est mort en portant une culpabilité qui n'était pas la sienne. L'étreinte de ma mère s'est lentement relâchée, et elle s'est retirée pour étudier mon visage avec ses yeux gris perçants qui avaient vu à travers tous les mensonges d'enfance que j'avais jamais tentés. Elle a lissé mes cheveux en arrière, un geste d'enfance, puis s'est levée avec la détermination qu'il avait portée à travers son propre veuvage 15 ans auparavant. Lundi matin est arrivé avec une pluie inhabituelle, le genre de crachin constant qui rendait Nashville gris et morne. La maison funéraire que Marcus avait sélectionnée à un coût considérable, m'a-t-il assuré, bien qu'il s'en occuperait bien sûr, se dressait comme un manoir parmi des bâtiments plus modestes, le tout fait de colonnes et de marbre que Hunter aurait trouvé prétentieux. Je me suis habillé soigneusement dans la robe noire que j'avais portée aux funérailles de mon père, ajoutant le collier de perles que Hunter m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Sa chevalière pendait toujours sur la chaîne sous celle-ci, cachée mais présente. Le directeur des funérailles, un homme à la voix douce nommé Monsieur Garrison, m'a guidé à travers les dernières préparations avec une compassion expérimentée. Le cercueil que Marcus avait choisi était un acajou élaboré avec des ferrures en laiton. Une autre dépense que Hunter aurait détestée, le connaissant comme quelqu'un qui trouvait la beauté dans le pain simple et l'artisanat honnête. Mais j'ai hoché la tête et remercié Marcus pour sa prévenance quand il est arrivé tôt, son costume noir impeccable, son expression arrangée dans une parfaite tristesse. Hunter serait tellement reconnaissant, dit Marcus, me serrant les épaules et regardant dans mes yeux avec ce qui semblait être une émotion sincère. Il s'inquiétait tellement de te laisser seul gérer tout ça. Au moins, je peux honorer sa mémoire en m'occupant de ces détails. Christina est arrivée quelques instants plus tard, portant une robe noire de créateur qui coûtait probablement plus que notre loyer mensuel, son maquillage impeccable malgré le fait qu'elle se tamponnait occasionnellement les yeux avec un mouchoir qui revenait immaculé. Elle m'a serré dans une étreinte prudente qui protégeait sa tenue des plis, murmurant des condoléances qui sonnaient répétées. La cérémonie a commencé à 10 heures précises. La chapelle s'est remplie de l'équipe de construction de Hunter, leurs mains rugueuses et leurs visages burinés par le soleil déplacés parmi la gentillesse de la maison funéraire, mais sincères dans leur chagrin. Plusieurs de mes collègues de l'hôpital étaient présents, ainsi que des voisins de notre immeuble et Tony de Romano, qui avait fermé son restaurant pour la matinée pour rendre hommage. Quand Marcus s'est levé pour prononcer l'éloge funèbre, j'ai senti la main de ma mère se glisser dans la mienne, ferme et forte. Il a marché jusqu'au pupitre à pas mesurés, s'arrêtant pour poser sa main sur le cercueil de Hunter dans un geste d'adieu qui me donnait la nausée. Hunter Mitchell était plus que mon meilleur ami, commença Marcus, sa voix portant parfaitement à travers l'acoustique de la chapelle. Il était mon frère dans tous les sens qui importent. Dès le jour où nous nous sommes rencontrés en première année à Tennessee State, deux gosses avec de grands rêves et des poches vides, j'ai su que c'était quelqu'un de spécial.
Il a peint un tableau de leur amitié qui était à la fois vraie et corrompue par sa trahison. L'entreprise d'aménagement paysager ratée est devenue un témoignage de l'éthique de travail de Hunter plutôt que le désastre financier qui les avait presque ruinés tous les deux avant que Marcus ne se lance dans la comptabilité. Leurs rassemblements de football du dimanche se sont transformés en liens masculins profonds plutôt qu'en événements sociaux informels qu'ils étaient en réalité. Les dernières paroles de Hunter à mon intention, dit Marcus, et sa voix se brisa d'une émotion qui semblait authentique, concernait Alexis. Il m'a fait promettre de veiller sur elle, de m'assurer qu'elle ne serait pas accablée par le fardeau financier de sa maladie. Je lui ai donné ma parole et j'ai l'intention de la tenir. Mes ongles creusaient des croissants dans ma paume alors que ma mère me serrait en retour, me maintenant ancré. Christina regardait depuis la première rangée, touchant occasionnellement ses yeux avec un mouchoir, son téléphone visible dans son sac, l'écran s'allumant avec des notifications qu'elle ignorait avec une difficulté apparente. La cérémonie s'est terminée par un hymne que Hunter n'avait jamais particulièrement aimé, mais que Marcus avait insisté pour dire que c'était son préféré. Alors que les gens défilaient devant le cercueil pour les dernières vues, Marcus apparut à mon coude avec sa mallette en cuir, la même qu'il apportait à tant de séances de chimiothérapie. « Alexis, je sais que le moment est difficile, dit-il doucement, mais il y a des papiers qui doivent être signés aujourd'hui pour accélérer le paiement de l'assurance. L'entreprise en a besoin avant la fermeture, et je voulais vous éviter d'avoir à gérer cela plus tard. » Il m'a guidé vers un petit bureau latéral que M. Garrison avait mis à disposition. Ma mère nous a suivis jusqu'à ce que Marcus suggère qu'elle reste avec les autres invités. Affaire de famille, dit-il avec un sourire apologétique qui n'atteignait pas ses yeux. Le bureau sentait les vieilles fleurs et le cirage à meubles. Marcus étala des papiers sur le bureau avec des mouvements efficaces, des onglets jaunes marquant les lignes de signature. Les formulaires de réclamation d'assurance semblaient standards, mais j'ai remarqué que les instructions de paiement du bénéficiaire avaient été modifiées, bien que les changements soient assez subtils pour que quelqu'un submergé par le chagrin puisse les manquer. Tout a été accéléré, expliqua Marcus, sortant un stylo coûteux de sa veste. Vous aurez les fonds sous 72 heures au lieu des 2 semaines habituelles. J'ai utilisé quelques faveurs dans l'entreprise de Christina. J'ai pris le stylo, puis je l'ai reposé à nouveau. Marcus, il y a quelque chose que j'ai besoin de te demander. Hunter a mentionné quelque chose dans ces dernières heures quand la morphine le rendait confus. Il n'arrêtait pas de parler de comptes, de s'assurer que je connaissais tous les comptes. L'expression de Marcus changea légèrement, un resserrement autour de ses yeux que quelqu'un qui n'aurait pas été attentif n'aurait pas vu. Les médicaments de Hunter lui ont fait dire beaucoup de choses vers la fin. Les comptes sont tous en ordre, je vous assure. Il était très précis, continuai-je en le regardant attentivement. Il m'a donné des mots de passe, a insisté pour que je les note. Il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait plus d'argent que je ne le pensais, que tu m'expliquerais tout. L'empressement qui traversa les traits de Marcus confirma tout ce que j'avais suspecté. Il se pencha en avant, sa voix prenant un ton confidentiel. Hunter a peut-être été confus à propos de certains comptes d'investissement que j'ai ouverts en son nom. Des instruments financiers très compliqués que je gérais pour maximiser les rendements. Rien dont vous n'ayez à vous soucier. Je continuerai à tout gérer comme je l'ai fait. Alors il y a d'autres comptes, insistai-je, maintenant la façade de la veuve confuse. Des détails techniques qui ne feraient que vous confondre pendant cette période difficile, dit Marcus avec tact. Signez simplement ces papiers et je m'assurerai que tout soit réglé. C'est ce que Hunter voulait. Christina apparut dans l'encadrement de la porte, son téléphone à la main. Marcus, nous devons les traiter avant la fermeture des banques. Est-ce qu'elle signe ? L'impatience dans sa voix, la référence décontractée à moi comme elle au lieu d'utiliser mon nom, la façon dont ils regardaient tous les deux les papiers plutôt que moi, tout cela confirma qu'elle n'était rien de plus qu'un obstacle pour eux, une signature se tenant entre eux et leur chèque. J'ai repris le stylo, faisant semblant de revoir les documents tout en écoutant les bruits de l'extérieur. À travers les murs fins, j'ai entendu des portières de voitures claquer sur le parking, plusieurs véhicules arrivant simultanément. En fait, ai-je dit, reposant le stylo, j'aimerais que ma mère les examine d'abord. Elle a de l'expérience avec les documents financiers. La mâchoire de Marcus se serra. Alexis, ceux-ci doivent être déposés aujourd'hui. La compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance peut attendre un jour de plus, ai-je dit en me levant. Hunter vient de mourir. Je ne signerai rien sans un examen approprié. Le téléphone de Christina sonna urgemment. Elle y jeta un coup d'œil et la couleur disparut de son visage parfaitement maquillé.
Marcus, dit-elle, sa voix aiguisée par la panique. Nous avons un problème. Le téléphone de Marcus continua de vibrer dans la main de Christina alors qu'elle fixait l'écran, son visage parfaitement composé se fissurant comme de la porcelaine coûteuse. Les comptes, murmura-t-elle, sa voix montant à un niveau qui attira l'attention de la réception extérieure. Ils sont gelés. Tous. Le FBI a tout gelé. La mallette glissa de la prise de Marcus, frappant le sol avec un craquement sec qui résonna dans le petit bureau. Des papiers se dispersèrent sur le tapis. Formulaire d'assurance, documents bancaires, signatures falsifiées visibles même de là où je me trouvais. Son visage passa rapidement par des expressions. Confusion, incrédulité, puis la réalisation soudaine que son complot soigneusement construit s'effondrait. C'est un malentendu, dit Marcus, sa voix ferme, mais ses mains tremblant alors qu'il se penchait pour ramasser les documents dispersés. Alexis, quoi que vous pensiez qu'il se passe ici, vous vous trompez. Je protégeais vos actifs, les gérants pendant une période difficile. Hunter me l'a demandé aussi. La porte du bureau s'ouvrit complètement et l'agent Sarah Davis entra avec 2 autres agents fédéraux, leurs badges visibles sur leur ceinture. Les invités des funérailles dans la zone de réception commencèrent à remarquer le tumulte, les conversations s'éteignant alors qu'ils se tournaient vers le bureau. Marcus Porter, dit l'agent Davis, sa voix portant l'autorité qui fit geler tout le monde à portée de voix. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude par fil, détournement de fonds et complot en vue de commettre une fraude à l'assurance. Marcus se redressa lentement, les papiers dans ses mains oubliés. Son façade de homme d'affaires sophistiqué se fissura, révélant quelque chose de désespéré et de coincé en dessous. C'est insensé. Je veux mon avocat. Alexis, dit-il, ma voix plus forte que je ne m'y attendais. Je voulais vivre. Il voulait arrêter de s'excuser d'être pauvre pendant que tu étais assis sur 487 000 $ de notre argent. Marcus se jeta vers la porte, laissant tomber les papiers restants en essayant de passer devant l'agent Davis. Je dois passer un appel. C'est une erreur. J'ai des réunions, des obligations. Un deuxième agent bloqua son chemin pendant que Davis commençait à lui lire ses droits Miranda. La composure de Marcus s'effondra complètement alors qu'il réalisait qu'il n'y avait pas d'issue. Vous ne comprenez pas, dit-il, sa voix montant. Je protégeais ses fonds. Les dépenses médicales auraient tout vidé. J'étais stratégique, en m'assurant qu'Alexis aurait quelque chose après. Après la mort de mon mari, l'interrompis-je, m'approchant malgré la main de ma mère qui me retenait. Vous voulez dire après sa mort en pensant qu'il était un échec? Après qu'il ait passé ses derniers moments conscients à s'excuser auprès de moi de me laisser sans rien. Le cri de Christina coupa l'attention. Je ne savais rien de tout ça. Elle recula contre le mur, ses escarpins de designer s'accrochant aux papiers éparpillés. Marcus s'occupait de tout. Je traitais juste la paperasse. Des formulaires d'assurance standard. Je n'avais aucune idée. Des formulaires d'assurance standard qui redirigeaient les paiements vers des comptes au Colorado, demanda l'agent Davis, produisant des formulaires de signature numérique autorisant les transferts. Nous avons 18 mois de correspondance par email entre vous et Monsieur Porter discutant, je cite, de la mine d'or Mitchell. Les cheveux soigneusement coiffés de Christina commencèrent à tomber de ses épingles alors qu'elle secouait violemment la tête. Il m'a fait faire ça. Marcus a dit que c'était légal, que nous aidions. Ces gens, dit-elle en gesticulant sauvagement vers moi. Ils ne comprenaient pas la finance. Quelqu'un devait gérer leur argent correctement. Vous étiez trop stupide, vous voulez dire, ma mère s'avança, sa voix mortellement calme. Trop confiant, trop concentré sur la sauvegarde de la vie de mon gendre pour remarquer que vous les saignez à blanc. Les invités des funérailles commençaient à se rassembler dans l'encadrement. L'équipe de construction de Hunter se tenait là, déconcertée, regardant les funérailles de leur ami se transformer en scène de crime. Tony de Romano avait son téléphone levé, enregistrant tout avec l'expression choquée de quelqu'un regardant un accident de voiture au ralenti. Le masque de Christina s'effondra complètement. Oui, cria-t-elle, le mascara coulant en long ruisseau noir sur ses joues. Tu es trop confiante. Qui donne une procuration à quelqu'un sans lire les petits caractères? Qui ne vérifie pas ses propres comptes pendant 8 mois? Vous nous avez pratiquement tendu cet argent. J'ai sorti les classeurs de mon sac, ceux que j'avais préparés avec l'aide de l'agent Davis. Chaque transaction, dis-je assez fort pour que tout le monde entende. Chaque paiement redirigé,
la propriété du Colorado que vous avez achetée il y a 2 mois pour 300 000 $. Les comptes d'investissement dans les îles Caïmans, les emails où vous riez que Hunter mourrait avant de pouvoir le découvrir. Le partenaire commercial de Marcus, Jordan, se fraya un chemin dans la foule, son visage pourpre de rage. Tu as utilisé les comptes de notre entreprise. Il leva son téléphone montrant un message. Araman vient de se retirer de l'acquisition. C'était une transaction de 50 millions de $, Marcus. Tu as détruit tout ce que nous avons construit pour un demi-million. Le téléphone de Marcus sonnait sans relâche dans sa poche pendant que l'agent Davis lui mettait les menottes. Chaque sonnerie représentait un autre domino qui tombait. Des investisseurs se retirant, des clients exigeant des explications, des partenaires se distanciant du scandale qui se déroulait. Plusieurs invités des funérailles retransmettaient en direct, leur téléphone capturant chaque moment de la destruction de Marcus. « S'il vous plaît », dit Marcus, sa voix brisée alors qu'il regardait la foule rassemblée d'amis et de collègues de Hunter. « Ce n'est pas ce qu'il semble. J'essayais d'aider. Le système médical est cassé. Je les protégeais des coups médicaux prédateurs. » « Tu étais le prédateur », interrompit James, le contremaître de Hunter de l'équipe de construction. « Hunter te parlait comme à un frère. Il est mort en pensant que tu t'occupais de sa femme. » J'ai ouvert l'un des classeurs, lisant à voix haute un email datant de 3 semaines. Christina écrit, Hunter décline rapidement. Nous devrions nous préparer à transférer tout une fois qu'il sera parti. Alexis est trop émotive pour poser des questions. Je peux faire accélérer les certificats de décès via mon département. La maison funéraire était tombée dans un chaos total. Les contacts professionnels de Marcus ont fui la scène, passant des appels pressants pour protéger leurs propres intérêts. Les agents du FBI ont commencé à escorter Marcus et Christina vers la sortie. Mais Christina s'est libérée momentanément, trébuchant dans ses escarpins de designer. « Tu crois que tu as gagné ?» cracha-t-elle sur moi, sa composure parfaite complètement brisée. « Tu crois que récupérer ton argent ramène Hunter ? Tu es toujours veuve, toujours seule. Au moins, nous savions comment profiter d'une opportunité quand nous en voyions une. » Ma mère s'est déplacée plus vite que je ne pouvais réagir, se plaçant entre nous avec la fureur protectrice que je n'avais pas vue depuis l'enfance. Une opportunité ? La mort de mon gendre était une opportunité. Tu n'es pas seulement une voleuse, tu es un monstre. L'agent Davis et son équipe ont repris le contrôle, guidant Marcus et Christina à travers la foule des invités des funérailles. Marcus n'arrêtait pas de marmonner à propos de malentendus, d'avocats, des souhaits de Hunter, mais ses mots étaient noyés par le bourdonnement des téléphones et les conversations choquées des témoins. Jordan se tenait dans les décombres du bureau, fixant son téléphone alors que les messages arrivaient. 15 ans, dit-il à personne en particulier. 15 ans à construire cette entreprise et il l'a détruite en 8 mois pour l'argent d'un mourant. L'effondrement des transactions d'investissement se déroulait en temps réel sur l'écran du téléphone de Jordan. Le retrait des investisseurs principaux a déclenché une cascade de retraits secondaires. La cible d'acquisition s'est retirée des négociations. La ligne de crédit de l'entreprise a été gelée en attendant l'enquête. Au moment où les véhicules du FBI se sont éloignés avec Marcus et Christina à l'intérieur, Porter & Associates n'existait plus qu'en tant que nom sur un bâtiment qui serait évacué le matin. Je me tenais dans le bureau de la maison funéraire, entouré de preuves dispersées de trahison, tandis que les amis et collègues de Hunter luttaient pour comprendre ce dont ils avaient été témoins. Les funérailles qui devaient célébrer la vie de Hunter avaient plutôt révélé les profondeurs de la cupidité humaine et le prix de la confiance mal placée. La maison funéraire tomba dans un silence stupéfait après que les véhicules du FBI aient disparu dans la rue luisante de pluie. Tony de Romano baissa son téléphone, la vidéo toujours en cours d'enregistrement alors qu'il assimilait ce dont il avait été témoin. L'équipe de construction de Hunter se tenait en groupe déconcerté, leur chagrin maintenant compliqué par la rage face à la trahison d'un homme qu'ils avaient accueilli dans leur cercle. Monsieur Garrison, le directeur des funérailles, apparut dans l'encadrement du bureau, son calme professionnel ébranlé alors qu'il regardait les documents éparpillés sur son tapis. « Madame Mitchell, dit-il prudemment, peut-être devrions-nous procéder à l'enterrement. Votre mari mérite cette dignité, quelle que soit cette situation. » Il avait raison. Le cercueil de Hunter attendait toujours dans la chapelle, et le cimetière avait alloué du temps pour la cérémonie au bord de la tombe. Nous avons procédé avec le cœur lourd et l'esprit confus, un groupe plus petit maintenant que les associés d'affaires de Marcus avaient fui. Au bord de la tombe, James, le contremaître de Hunter,
prononça des mots simples sur le travail honnête et l'amitié loyale qui portaient plus de vérité que l'éloge élaboré de Marcus n'en aurait jamais porté. 3 jours après les funérailles, l'agent Davis a appelé, demandant une réunion au bâtiment fédéral. Ma mère m'a accompagné dans la salle de conférence stérile où 3 agents attendaient avec des boîtes de documents et une révélation qui m'a coupé le souffle. Madame Mitchell, commença l'agent Davis, glissant un dossier sur la table. Alors que nous avons enquêté sur les finances de Monsieur Porter, nous avons découvert quelque chose de significatif. Votre mari n'a pas été sa seule victime. Nous avons identifié 6 autres familles au cours des 3 dernières années, toutes suivant le même schéma. Maladie terminale, procuration, paiement d'assurance redirigé. Le dossier contenait des noms et des visages de personnes que je n'avais jamais rencontrées, mais dont les histoires reflétaient les miennes avec une précision dévastatrice. Une enseignante atteinte d'un cancer du cerveau dont la femme pensait qu'ils avaient perdu leur maison à cause des dettes médicales. Un propriétaire de petite entreprise atteint de SLA dont la famille a tout vendu tandis que Marcus thésaurisait leur paiement d'assurance. Une jeune mère atteinte de leucémie dont le mari travaillait 3 emplois en pensant qu'ils étaient en faillite. 2 millions de dollars au total, continua l'agent Davis. Cela constitue un schéma d'activité de racket. Nous poursuivons des chefs d'accusation RICO, ce qui signifie que nous pouvons démanteler non seulement Marcus et Christina, mais tout leur réseau. Chaque avocat qui a notarié des documents suspects, chaque employé de banque qui a fermé les yeux, chaque complice qui a facilité ce complot. La photographie de la jeune mère a retenu mon attention. Elle avait les mêmes yeux fatigués que Hunter, ce regard de quelqu'un qui livre une bataille qu'il sait être en train de perdre tout en portant la culpabilité du fardeau financier. La déclaration de son mari décrivait comment elle avait refusé des antidouleurs vers la fin pour essayer d'économiser de l'argent. Southeastern Insurance Group a lancé sa propre enquête, ajouta un autre agent. L'implication de Christina a révélé des défaillances systémiques dans leur supervision. Tout son département est sous examen. Elle ne travaillera plus jamais dans l'assurance, en supposant qu'elle sorte jamais de prison. Le recouvrement financier a commencé 2 semaines plus tard. Le tribunal a ordonné la libération immédiate des comptes gelés, et un juge fédéral a autorisé la saisie des actifs de Marcus et Christina pour indemniser les victimes. La propriété du Colorado a été vendue aux enchères, les produits étant distribués aux 7 familles qu'ils avaient escroquées. Avant la fin du mois, j'ai reçu un chèque de 537 000 $. Notre argent d'origine plus les intérêts générés dans ces comptes cachés. J'ai tenu ce chèque dans notre appartement vide, assise dans le fauteuil à bascule de Hunter, sentant le poids de l'argent qui aurait dû lui acheter des traitements expérimentaux, des soins meilleurs, ou au moins la tranquillité d'esprit dans ces derniers jours. Ma mère était assise en face de moi, lisant les mises à jour de Jordan sur l'effondrement total de l'entreprise de Marcus. 17 procès intentés la première semaine, lui-elle sur son téléphone. Des clients précédents demandant des audits médico-légaux. La direction de l'immeuble a résilié leur bail pour atteinte à la réputation de la propriété. Le barreau de l'État demande la radiation permanente. Porter & Associates occupait 3 étages d'une prestigieuse tour du centre-ville. En un mois, ses bureaux étaient vides, le mobilier liquidé aux enchères, la plaque signalétique en laiton retirée et vendue pour la ferraille. Des revues financières ont publié des articles d'avertissement sur l'importance de la supervision lors de l'octroi d'une procuration. Le nom de Marcus est devenu synonyme de fraude prédatrice dans les cercles professionnels. Son ancien partenaire, Jordan, m'a appelé une fois, sa voix vide d'épuisement. 15 ans à bâtir notre réputation, c'est parti. Tous nos clients sont sous examen. Mes propres comptes sont gelés en attendant l'enquête. Même si je ne savais rien de son complot, il n'a pas seulement volé des mourants. Alexis, il a détruit tous ceux qui lui ont jamais fait confiance. Même l'avocat de la défense de Marcus, un avocat pénaliste de haut profil qui avait initialement accepté l'affaire pour sa valeur publicitaire, s'est retiré de la représentation après avoir examiné les preuves. Sa déclaration publique invoquait des divergences irréconciliables dans la stratégie juridique. Mais des sources ont dit à l'agent Davis qu'il avait qualifié en privé les actions de Marcus d'indéfendables. J'ai reçu les dossiers médicaux complets de Hunter dans le cadre du processus de découverte de l'enquête. En lisant ces derniers jours, j'ai trouvé les notes du docteur Morrison des dernières heures conscientes de Hunter. Le patient a exprimé une préoccupation répétée à l'idée de laisser sa femme avec un fardeau financier. A demandé une confirmation que son ami Marcus Porter gérait correctement les affaires. Le patient a été rassuré que ses dispositions semblaient être en ordre. Le patient semblait paisible après la discussion. Hunter était mort en croyant que Marcus me protégeait,
cette petite miséricorde signifiait tout. Il n'aurait jamais connu la trahison, n'aurait jamais eu à réconcilier le frère qu'il avait cru avec le prédateur qui avait exploité ses derniers jours. Ses dernières pensées sur Marcus étaient de gratitude pour une amitié qui avait été une performance. Mais au moins, Hunter n'a jamais connu la vérité. L'audience de détermination de la peine est arrivée 6 mois après la mort de Hunter, ce qui aurait été notre 13e anniversaire. Le palais de justice fédéral du centre-ville était plus récent que la maison funéraire, mais portait la même froideur institutionnelle. Marcus et Christina sont apparus en combinaison orange, leurs vêtements de designer et leur apparence soignée remplacés par des uniformes de prison et la réalité. Le juge, une femme sévère nommée Patricia Hawkins, a examiné les charges avec une précision méthodique. Fraude par fil, complot, fraude à l'assurance, racket. La liste a continué pendant plusieurs minutes. D'autres victimes ont fait des déclarations, leurs histoires créant un cœur de trahison et de perte qui a rempli la salle d'audience d'un chagrin palpable. Quand ce fut mon tour de faire une déclaration d'impact sur la victime, je me suis levé lentement, mes remarques préparées oubliées. Au lieu de cela, j'ai regardé directement Marcus et Christina, les voyant clairement pour la première fois. Pas comme des professionnels sophistiqués ou des amis de confiance, mais comme des criminels ordinaires qui s'habillaient simplement mieux que la plupart. Hunter est mort en s'excusant auprès de moi, dis-je, ma voix portant à travers la salle d'audience silencieuse. Ces dernières paroles cohérentes concernaient son incapacité à subvenir à mes besoins, à me laisser sans rien. Vous avez fabriqué cette culpabilité. Vous avez pris la tranquillité d'esprit d'un mourant et l'avez transformée en profit. Marcus a essayé de maintenir le contact visuel, mais a détourné le regard alors que je continuais. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez volé la dignité de Hunter dans ces derniers jours. Vous l'avez tué 2 fois. Une fois quand le cancer a pris son corps, et une fois quand vous avez pris sa croyance qu'il avait été un bon mari qui avait subvenu aux besoins de sa femme. Christina a commencé à pleurer, mais c'était les larmes de quelqu'un qui regrettait d'avoir été pris, pas quelqu'un qui ressentait un remords sincère. L'expression du juge est restée impassible alors qu'elle prononçait les peines. Marcus a reçu 12 ans de prison fédérale sans possibilité de libération anticipée. Christina a reçu 8 ans, son implication moindre reflétée dans la peine plus courte, mais toujours dévastatrice pour quelqu'un qui n'avait jamais imaginé de conséquences à ses actions. Alors que les huissiers les emmenaient, Marcus s'est retourné une fois, sa bouche s'ouvrant comme pour parler. Mais il n'y avait pas de mots qui pourraient annuler ce qu'il avait fait, aucune explication qui pourrait restaurer ce qu'il avait pris. Les portes de la salle d'audience se sont fermées derrière eux avec un bruit final qui résonnait comme la fermeture du cercueil de Hunter, une fin qui a apporté la justice, mais pas de vraie paix. Je suis sorti du palais de justice dans un soleil d'octobre qui semblait inapproprié pour le poids de ce qui venait de se terminer. Ma mère a passé son bras autour du mien alors que nous descendions les marches de pierre. Ni l'une ni l'autre ne parlant des peines de 12 et 8 ans qui venaient d'être prononcées. La justice avait été rendue, mais elle avait un goût creux dans ma bouche, comme un médicament qui guérit la maladie, mais vous laisse à jamais changer. Les fonds récupérés étaient sur mon compte bancaire comme un point d'interrogation. 537 000 $ qui auraient dû acheter à Hunter plus de temps, de meilleurs traitements, ou au moins la tranquillité d'esprit. Le paiement d'assurance vie a ajouté 300 000 $ à cette somme. Ensemble, c'était plus d'argent que Hunter et moi n'avions jamais rêvé d'avoir, et tout ce que je pouvais penser était comment il s'était excusé de me laisser sans rien. 2 semaines après la détermination de la peine, j'ai rencontré un avocat à but non lucratif nommé David Reeves dans un petit bureau surplombant la rivière Cumberland. Il était spécialisé dans la création de fondations, et il a écouté patiemment pendant que j'expliquais ma vision. Une organisation qui fournirait une défense financière aux patients atteints de cancer, les protégeant des prédateurs pendant leurs moments les plus vulnérables. La fondation Hunter Mitchell, ai-je dit, testant les mots à voix haute pour la première fois. Service de révision financière gratuit, assistance juridique avec les documents de procuration, et éducation sur les stratagèmes de fraude courants ciblant les patients en phase terminale. David hocha la tête, prenant des notes sur son bloc-notes. Nous pouvons la structurer en tant que 501c3 à statut exonéré d'impôts, capable d'accepter des dons. Avec votre financement initial, vous pourriez aider des dizaines de familles rien que la première année. Nous avons passé 3 heures à définir la mission de la fondation. Et au moment où j'ai quitté son bureau, le nom de Hunter avait commencé sa transformation d'une pierre tombale à un bouclier protégeant les autres. Les formalités administratives prendraient des mois à finaliser. Mais le but était clair.
Personne d'autre ne devrait mourir en pensant qu'il avait échoué à sa famille alors qu'il avait en fait été volé. Un mois plus tard, une enveloppe est arrivée sans adresse de retour. L'écriture était âgée et soignée. À l'intérieur, une lettre qui m'a fait m'asseoir brusquement à ma table de cuisine. « Chère Madame Mitchell, commença-t-elle. Je m'appelle Dorothy Porter. Marcus est mon fils. J'ai suivi les nouvelles de son procès, et je dois vous faire savoir à quel point je suis profondément désolé pour ce qu'il vous a fait, avouez à votre mari. » La lettre continuait sur 3 pages. L'écriture tremblante de Dorothy, révélant l'angoisse d'une mère et des vérités longtemps réprimées. Elle décrivait Marcus comme un enfant qui avait toujours pris plus que sa part, qui avait manipulé ses jeunes frères et sœurs et s'était sorti de conséquence avec charme. Elle admit avoir trouvé des excuses pour lui, croyant ses promesses de changer, permettant un comportement qu'elle reconnaissait maintenant comme pathologique. « J'ai retiré mes économies de retraite, écrivit-elle vers la fin. 43 000 $ sur lesquels j'avais prévu de vivre, mais je ne supporte pas l'idée d'un confort acheté par la cécité face à la cruauté de mon fils. Je fais un don à votre fondation à la mémoire de Hunter. Cela n'annulera pas les dommages, mais peut-être que cela pourra aider à prévenir des dommages futurs. » Le chèque était déjà inclus, libellé au nom de la fondation Hunter Mitchell avec « à la mémoire de Hunter Mitchell et de tous ceux trahis par la confiance », écrit dans la ligne mémo. J'ai pleuré sur cette lettre, non pas de tristesse, mais de la grâce inattendue d'une mère choisissant la justice plutôt que la défense de son propre enfant. L'établissement de la fondation a coïncidé avec une décision plus importante. Notre appartement à Nashville était trop plein de fantômes. La chaise vide de Hunter, la table de salle à manger où nous avions planifié un avenir qui n'arriverait jamais, les murs qui avaient été témoins de notre amour et de son déclin. J'avais besoin d'un endroit nouveau, d'un endroit où la mémoire de Hunter pouvait inspirer plutôt que hanter. Hunter avait grandi à Sweetwater, Tennessee, une petite ville nichée dans les contreforts des Appalaches. Il racontait des histoires à ce sujet pendant les traitements de chimiothérapie, peignant des images de l'ancienne ferme où son grand-père lui avait appris la menuiserie, la grange qui avait servi de premier atelier. Quand j'y suis allé pour visiter sa tombe, nous l'avions enterré dans la parcelle familiale à côté de ses parents. J'ai découvert que la propriété de son grand-père était à vendre. James, le contremaître de Hunter, est arrivé le week-end suivant avec 3 camions remplis d'ouvriers du bâtiment. Hunter a aidé chacun d'entre nous à un moment donné, dit-il simplement. Il est temps que nous lui rendions l'appareil. Ils ont travaillé pendant 2 mois à transformer la ferme délabrée en quelque chose de beau. La grange, où Hunter avait rêvé d'avoir un jour son atelier professionnel, est devenue un centre de conseil en deuil avec un espace pour des groupes de soutien et des séances de planification financière. Nous avons installé une petite plaque près de la porte, le Hunter Mitchell Center for Patient Advocacy. Le premier cas de la fondation est venu par référence du Dr Morrison. Une jeune famille avec une fille de 5 ans luttant contre la leucémie. Le partenaire commercial du père avait proposé de gérer leurs finances pendant le traitement, présentant des documents étrangement similaires à ceux que Marcus avait utilisés. Notre avocat bénévole a examiné les documents, a trouvé les redirections cachées et a aidé la famille à conserver le contrôle de leurs actifs. La petite fille a reçu sa greffe de moelle osseuse à temps, financée par des paiements d'assurance qui ont effectivement atteint leur destination prévue. Le printemps est arrivé progressivement à Sweetwater. Les fleurs de cornouiller apparaissant comme un espoir après le chagrin de l'hiver. Le premier anniversaire de la mort de Hunter, je me suis assise à côté de sa pierre tombale avec un thermos de café de Romano. Tony l'avait envoyé spécialement pour cette occasion et un dossier de mise à jour sur le travail de la fondation. Nous avons aidé 17 familles cette année, ai-je dit à la stèle polie, caressant son nom du bout des doigts. Cette adolescente a même fils dont le père mourait d'une maladie rénale. Son meilleur ami faisait la même arnaque que Marcus. Nous l'avons attrapé à temps. Son père a reçu sa transplantation. Le cimetière était calme, à l'exception des oiseaux et du trafic lointain. J'ai sorti la lettre de Dorothy Porter, lisant ces mots à voix haute pour que Hunter sache que même la mère de Marcus avait choisi la justice plutôt que le déni. « Tu ne m'as pas laissé sans rien, ai-je dit, ma voix maintenant ferme avec conviction plutôt qu'avec chagrin. Tu m'as laissé 8 mois à me battre à tes côtés, à te regarder affronter l'impossible avec grâce. Tu m'as laissé la force de reconnaître la trahison et le courage de riposter. Tu m'as laissé un but. » Un carillon avant accroché à un arbre voisin a sonné doucement, et j'ai choisi de l'interpréter comme l'acquiescement de Hunter. La fondation continuerait de croître, protégeant les familles des prédateurs qui exploitent le chagrin et le désespoir.
Marcus et Christina purgeraient leur peine tandis que le nom de Hunter servirait un but plus élevé, se transformant de la mortalité d'un homme en la protection d'innombrables familles. Si cette histoire de trahison et de justice vous a captivé jusqu'à la toute fin, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime dès maintenant. Mon moment le plus puissant a été d'entendre ces infirmières révéler la fraude de Marcus pendant qu'Alexis restait figé dans cette cour d'hôpital, son monde entier basculant en un instant. Quel moment vous a le plus marqué? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires captivantes de résilience et de rédemption.